Bonjour. Alors, il s'agit d'une séance où on va procéder à la correction d'un devoir donné aux élèves de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, qui porte sur les chapitres identification et classification des sols et le calcul des contraintes dans le sol. Alors, les objectifs de la vidéo, il s'agit donc d'exercices portant sur les paramètres physiques et l'identification des sols, le calcul des contraintes et tassements, mais en analysant différentes configurations, la pesanteur, le rabattement d'une nappe, l'excavation et une surcharge. Alors, un devoir souvent nécessite de contrôler les connaissances en posant des questions simples. Donc ici, on demande de définir la densité relative et pour quel type de sol on introduit cette notion et quelle est son utilité. En deuxième lieu, la question posée consiste à préciser pour procéder à la classification d'un sol, quelle opération est-on amené à faire. Alors, en guise de réponse pour la première question, donc la densité relative, c'est un paramètre qui permet de déterminer l'état de densité d'un sol connu, notamment le sable. Alors, la formule de la densité relative est la suivante, E max moins E sur E max moins I, et le résultat est exprimé en pourcent, en précisant que les valeurs E min et E max sont des valeurs extrémales de l'indice des vides du sol, c'est-à-dire le plus grand indice des vides possible dans le sol et le plus petit, et ces deux valeurs sont déterminées à partir de l'essai de densité relative. Alors que E, c'est la valeur de l'indice des vides à l'état naturel du sol, et ceci donc va permettre de, fonction de DR, de donner une classification. Donc, on voit d'après la formule que si l'indice des vides naturels est proche de E max, c'est-à-dire les vides sont importants, et à ce moment-là, on peut dire qu'on a un sol connu très lâche, etc. Alors, dans le cas contraire, si l'indice des vides est proche de la valeur minimale, donc on a plutôt un sol ou un sable dense et même très dense. Donc, voilà l'utilité de la densité relative et on précise que c'est un paramètre qui ne s'applique qu'au sol connu, notamment les sables. Alors, lorsqu'on parle d'identification d'un sol, le plus important à retenir, c'est que l'identification, c'est un ensemble d'opérations que l'on doit faire pour un sol dans le cas général. Alors, la première étape consiste à chercher les paramètres physiques du sol, et il y en a plusieurs, les poids volumiques, total, humide, ou des grains solides, etc., la teneur en eau, l'indice des vides, et donc le reste des paramètres. Alors, ces paramètres physiques sont déterminés pour tout type de sol. Ensuite, la deuxième opération importante, c'est d'établir la courbe granulométrique. C'est très bien que cette courbe, dans le cas général, elle nécessite deux opérations, deux procédés, le procédé par tamisage pour la fraction supérieure à 80 microns et le procédé de sédimentométrie pour les particules de dimension inférieure à 80 microns. Alors, bien sûr, cette deuxième étape concerne tous les sols. Alors que la troisième opération qui complète l'identification, c'est de faire des essais spécifiques à une catégorie de sols. Donc, par exemple, pour les sols fins, on peut déterminer la limite de liquidité et la limite de plasticité à partir des essais de limite d'Atterberg, et c'est spécifique pour les sols fins. Alors, comme on vient de le voir dans la question précédente, pour les sols connus, on détermine par exemple la densité relative. Et ce sont les exemples les plus, on va dire, courants. Mais par exemple, pour les sols fins, on peut déterminer le pourcentage des
matière organique, s'il y a. Donc, ça veut dire que, pour résumer, l'identification d'une manière générale, il y a 3 étapes. Il y a les paramètres physiques, la courbe granulométrique et des paramètres qui sont spécifiques à une catégorie de sol. Donc voilà, en termes de contrôle des connaissances, c'est-à-dire des questions simples mais importantes pour se fixer des idées. Alors, l'exercice que l'on va voir, il porte en premier lieu sur les calculs de contraintes, donc pour différentes, on va dire, options. Alors, l'énoncé, c'est que lors d'une campagne de reconnaissance géotechnique effectuée dans la région du lac sud de Tunis, on a pu établir la coupe géotechnique représentée sur la figure ici. Et lors de la reconnaissance géotechnique, à la profondeur 18 mètres par rapport à la surface du sol, on a prélevé un échantillon de sol. Et sur cet échantillon de sol, on a fait quelques essais d'identification. On a déterminé la limite de liquidité et la limite de plasticité. Donc, on voit les valeurs. Et on a déterminé le poids volumique total et la teneur en eau. En rappelant, ce sont les paramètres les plus simples à déterminer. Donc, la question posée pour cet échantillon de sol qu'on a prélevé à cette profondeur-là. Donc, il faut déterminer le poids volumique du grain solide, son indice des vides et son indice de plasticité, et par la suite dire quel est l'état de consistance du sol en question, en justifiant notre réponse. Donc ici, pour la première question, il faut voir déjà que à la profondeur de prélèvement, sachant que le niveau de la nappe est à 2 mètres à partir de la surface du sol, sous la surface du sol, donc le sol il est saturé. Et si le sol est saturé, donc ça veut dire on a, d'après la définition du degré de saturation, une relation que l'on peut établir. Oméga gamma S égale E gamma W. Oméga la teneur en eau, gamma S, le poids volumique des grains solides recherchés, indice des vides et le poids volumique de l'eau. Donc ici, en écrivant, on va dire, l'expression valable pour tout type de sol qui relie le gamma avec gamma S, oméga et E. Donc ici, en utilisant cette opération-là, on va remplacer E à partir de cette valeur dans cette équation et on va avoir une relation entre gamma S et oméga. Mais sachant que gamma égale à gamma prime, le poids des jugés, plus le poids volumique de l'eau, on peut également écrire cette relation qui se ramène à cette équation. C'est-à-dire, pour répondre à la question, on peut utiliser gamma prime et gamma saturé moins gamma W égale gamma S moins gamma W sur 1 plus 0. Alors, ceci, de différentes manières, va nous donner la valeur de gamma S égale 30,14 kN par mètre cube. Bon, ici, il y a lieu de mentionner que cette valeur, d'après les données, c'est une valeur qui sort un peu de la marge, souvent, on va dire, respectée ou vérifiée par la valeur des sols, parce qu'on sait que gamma S est entre 2,6 et 2,7, plutôt 26 et 27 kN par mètre cube. Et ceci, c'est on va dire, un intervalle général, mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir un gamma S supérieur ou inférieur. Alors, par la suite, puisqu'on a calculé le gamma S, il est facile de déduire l'indice des vides, par exemple, à partir de cette formule-là, puisque la teneur en eau en a, puisque gamma S, on l'a déterminé, donc on détermine E. Et on voit que la valeur de E est pratiquement de 1, donc c'est-à-dire une valeur relativement élevée. Donc, ceci est évident pour, on va dire, dans le contexte du sol que l'on est en train d'investiguer. Alors, pour l'indice de plasticité, c'est une question, on va dire, simple. Il faut tout simplement faire la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité. On voit que IP égale 19. Et d'après la classification courante, ce sol, il est peu plastique, c'est-à-dire sa plasticité n'est pas très, très importante. Alors, la question ensuite
quel est l'état de consistance du sol? Alors, cette question nécessite de déterminer ce qu'on appelle l'indice de consistance, IC égale LL moins oméga sur IP, qu'on vient de calculer, et LL moins oméga 1 va nous donner la valeur 0, à peu près 84. Sachant que IC, de plus, lorsqu'il s'approche de 1, on va tendre vers un sol relativement, on va dire, raide, même supérieur à 1. Donc, ça veut dire que cette valeur nous enseigne que le sol fin est relativement consistant. Et ça veut dire qu'il n'est pas un sol mou. Donc, voilà comment on répond à la première question. Alors, ici, nous allons passer à un calcul de contrainte et on mentionne en particulier que la première couche de remblai n'est pas saturée. Elle a à peu près le même poids volumique que la base grisâtre qui arrive jusqu'à 7,3 mètres. Par la suite, on a une couche de sable argileux pour laquelle on donne le module Young, le coefficient de Poisson et le poids volumique total. Et l'argile plastique grisâtre elle-même, dont le poids volumique est égal à 20 kN par mètre cube. Bon. La deuxième partie de l'exercice, on demande de calculer la contrainte verticale totale, la pression interstitielle et la contrainte verticale effective, AZ égale 18 mètres, c'est-à-dire là où on a prélevé l'échantillon. Par la suite, une deuxième question, à partir de la contrainte verticale calculée, on précise que la contrainte horizontale effective égale la moitié de celle de la contrainte verticale. On va tracer le cercle de mort en contrainte totale à 18 mètres de profondeur pour déduire l'état de contrainte effective sur une facette qui fait un angle 25 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on va répondre à la première partie de la question, qui est une question classique. Donc, la contrainte verticale totale, il faut tout simplement multiplier le poids volumique de chaque couche par l'épaisseur de la couche qu'on traverse. Donc, les 2 mètres, c'est la première couche de remblai. Ensuite, 5,3 mètres, c'est la couche qui s'ensuit, avec un poids volumique de 6,5. Par la suite, c'est le sable argileux, pour lequel gamma égale 19, l'épaisseur 6,2. Et par la suite, on va à 18 mètres, c'est-à-dire 4,5 mètres dans la troisième couche. Tout calcul fait, on va trouver sigma V à 18 mètres égale 328,25 kPa. Donc, sachant que nous sommes à 18 mètres, mais le niveau de la nappe, il est à partir de 2 mètres de profondeur sur la surface, c'est-à-dire la pression interstitielle à 18 mètres, c'est le poids volumique de l'eau gravité fois la profondeur sous la nappe, sous le niveau de la nappe, c'est-à-dire 18 moins 2 égale 16 mètres. Nous, la valeur 160 kPa. Donc, d'après la relation postulat de Terzaghi, la contrainte effective est égale à la contrainte totale moins la pression interstitielle, ce qui donne la valeur 168. Donc, on a déterminé déjà la valeur de la contrainte verticale effective à 18 mètres. Alors, par la suite, on va répondre à la deuxième partie de la question. Donc, sachant que la contrainte horizontale effective est 0,5 fois la contrainte verticale effective, bien sûr, donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que la contrainte effective horizontale égale la moitié de 168,25, c'est-à-dire 184,125. Donc, nous allons tracer le cercle de mort en contrainte totale. C'est-à-dire que nous allons déterminer la contrainte horizontale totale qui est égale à la contrainte horizontale effective plus la pression interstitielle à 18 mètres. Donc là, il faut préciser que la pression interstitielle, c'est une valeur isotrope qui a toujours la même valeur sur n'importe quelle facette au plan. C'est-à-dire, on va ajouter la valeur qu'on vient de calculer, 84,125, à la valeur de la pression interstitielle, 160, ce qui nous donne 144,25 kPa. Alors, ici, il y a lieu de préciser que la contrainte horizontale, comme on va le préciser, c'est une contrainte qui s'exerce une facette verticale, elle est plus petite que la contrainte verticale qui s'exerce sur une facette horizontale. Ça veut dire que la contrainte totale qu'on a calculée
tout à fait au départ, d'après les notions du cercle de Moore, c'est la contrainte majeure principale, sigma 1. Alors que la contrainte horizontale, c'est la contrainte mineure principale, sigma 3. Alors, nous allons bien sûr tracer ce cercle de Moore avec ces valeurs-là, comme on va le voir ici. Donc, le cercle de Moore à partir de ces données-là, son rayon va être sigma 1 moins sigma 3 sur 2, c'est-à-dire 328,25 moins 244,25 divisé par 2, ça donne 42 kPa. Et le centre du cercle, c'est la somme sigma 1 pour sigma 3 sur 2, qui donne 286 kPa. Et comme vous le voyez ici, on va essayer de tracer, comme on le fait à la main, le cercle de Moore dans le diagramme de Moore-Coulomb, c'est-à-dire la contrainte normale, la contrainte tangentielle, et par la suite, on fait une échelle, et par la suite, précise un peu cette échelle, d'accord, et par la suite, on va tracer le cercle. Donc, le cercle qu'on voit ici, les valeurs qu'on vient de calculer, sigma 3 égale 244, ici, et sigma 1 égale 328, voilà, on les précise, sont là. Donc voilà, sigma 1, sigma 3. Alors, maintenant, on rappelle que ces contraintes, sigma 1, c'est une contrainte principale parce qu'elle est due à la pesanteur, elle s'exerce verticalement sur la facette horizontale, au dp1, et la contrainte sigma 3, c'est-à-dire la contrainte horizontale, elle s'exerce sur une facette verticale qui pour nous est dp3. Alors, à partir de ce cercle de Moore, une question classique est que si on va considérer une facette inclinée d'un angle par rapport à une certaine direction, à partir du cercle de Moore, quel sera l'état de contrainte sur cette facette? En l'occurrence ici, c'est la facette qui est située d'un angle alpha qui est égal à 25 degrés. Donc ici, on sait très bien, d'après la propriété de l'angle double, on voit très bien que A' est situé de 25 par rapport à l'horizontale. L'horizontale, c'est la direction où agit sigma 1. À partir de sigma 1, nous allons tourner sur le centre par rapport au centre du cercle de 2 alpha, c'est-à-dire 50 degrés. Bon, c'est schématique, c'est après la même chose, mais on voit très bien que l'on tourne de sigma 1, de 2 alpha 1, de manière générale. Si alpha égale 25, ça va être 50 degrés. Et on va déterminer les valeurs que vous allez voir ici, c'est l'échelle. On va déterminer la contrainte normale sigma qui s'exerce sur cette facette, c'est-à-dire c'est la contrainte normale, et la contrainte tangentielle, c'est-à-dire la contrainte tangente à A'. D'accord? Et bien sûr, ceci se fait à partir des données du cercle de Moore. Donc, comme on voit ici, la contrainte normale sigma, d'après ce schéma, est égale à sigma m, la contrainte moyenne, plus cette distance, qui n'est autre que le rayon du cercle fois cosinus de 2α, c'est-à-dire pour le cas étudié 2 fois 25,50, et tout calcul fait, vous allez avoir 313,147 kPa. Alors que la contrainte de 6 éléments, elle est tout simplement égale au rayon fois sinus de alpha, c'est-à-dire c'est alpha. On trouve 32,17 kPa. Donc voilà comment on détermine l'état de contrainte sur une facette à partir de la représentation du cercle de Moore. Voilà, c'est la première partie de l'exercice relatif à ce profil de sol qu'on a montré. Maintenant, on va calculer les contraintes et le tassement pour une première, on va dire, opération. On va procéder à un rabattement du niveau de la nappe phréatique jusqu'à 6 mètres de profondeur par rapport à la surface du sol. C'est-à-dire, le niveau de la nappe, il va être à 6 mètres de profondeur par rapport à la surface du terrain. Sachant que le niveau de la nappe, lui, il est situé à 2 mètres par rapport à la surface, c'est-à-dire on va rabattre la nappe de 4 mètres de profondeur. D'accord? Alors, on va voir quel est l'impact ou l'influence de ce rabattement de niveau de la nappe en calculant les valeurs de la pression interstitielle et la contrainte verticale effective à la profondeur du 18 mètres. On a pris l'échantillon. Bien sûr,
on va dire, avant et après. Donc, on va déduire l'excès de la contrainte verticale effective à cette profondeur, et on va donc voir qu'il s'agit d'un excès de contrainte verticale. Et on va estimer le tassement dans la couche de sable argileux, qui est le résultat de ce rabattement du niveau de la nappe. Donc, le rabattement de la nappe d'eau, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va, au même point, nous permettre d'avoir une pression interstitielle plus petite. D'accord? C'est-à-dire, la pression interstitielle initiale va diminuer. Et sachant que le poids volumique total d'une couche de sol, en général, est pratiquement identique que le sol soit saturé de courant, ça veut dire que si on raisonne du fait que la contrainte totale est pratiquement constante, puisque sigma prime égale cette contrainte moins la pression interstitielle qui va diminuer, il s'ensuit une augmentation de la contrainte effective. Et c'est ce qu'on va vérifier à partir du calcul. Donc, sigma V à 18 mètres. Donc, ici, on a mis 16,5 fois 2 plus 5,3 plus 19,6,2, etc. C'est la valeur qu'on a trouvée. Mais maintenant, à 18 mètres de profondeur, il faut savoir que le niveau de la nappe est de 6 mètres par rapport à la surface. Donc, on va mettre 18, la profondeur là, on calcule, moins 6. Ça veut dire que U est égal à 120 kPa, alors qu'elle était avant 160. Ça veut dire que la contrainte verticale effective va augmenter de 40 kPa par rapport à la valeur initiale. Donc, ça veut dire le rabattement du niveau de la nappe va permettre d'avoir une augmentation de la contrainte effective, dans le cas qui nous intéresse verticale. La valeur finale de la contrainte verticale effective est de 208,25. Sa valeur initiale est de 168,25. Ça veut dire l'excès de contrainte effective, il est exactement la diminution de la pression interstitielle. Et là, il faut comprendre que cet excès de contrainte, ça veut dire il est transmis vers l'écran, avant le niveau 2, avant le rabattement et après le rabattement, il y a une augmentation de la contrainte effective. C'est comme si on a chargé l'écran par quelque chose et ça correspond à un excès de contrainte qui est transmis vers le squelette solide. Qu'est-ce qu'il va s'en suivre? Il va s'en suivre que il va y avoir un tassement, mais ce tassement, il correspond à une diminution des vides, et c'est les vides qui étaient initialement occupés par l'eau parce que le sol n'est plus saturé. Donc, on comprend très bien que dans une couche de sol, s'il va y avoir un rabattement, bien sûr, créé par un pompage, par exemple, d'eau, donc on va avoir un départ de sous l'action du poids, le sol va tasser, comme étant une conséquence de cette évolution de l'indice des vides. Alors, ici, le calcul du tassement va se faire avec une hypothèse, on va dire, qui est souvent réaliste. On suppose que la déformation horizontale du sol est nulle, parce que souvent, ces rabattements au niveau de la nappe, on les fait sur une grande superficie, hein, pour le cas du bâtiment. Alors, la dimension de la surface où on fait le rabattement de la nappe, elle est en général relativement grande par rapport à l'épaisseur de la couche, comme c'est le cas de la couche du sable argileux, pour avoir la valeur. Donc, c'est comme si on est dans les conditions de l'essai de métrique. C'est-à-dire que nous allons avoir pratiquement un tassement du sol, déplacement vertical, sans avoir de déformation, déplacement horizontal. C'est pour cela qu'on fait un calcul pour l'élasticité linéaire par la relation simple. Le tassement, c'est l'épaisseur de la couche, on calcule le tassement, divisé par ce qu'on appelle son module œnométrique. Le module œnométrique est calculé en fonction de module Young et du coefficient de Poisson par cette opération. Donc, ceci a été expliqué dans le cours. Et delta sigma prime V, dire c'est l'excès de la contrainte qui, dans le cas que nous considérons, c'est l'excès de contrainte dû au rabattement de la nappe qui est égal à 40 kPa. Donc, en utilisant les valeurs de nu et de E fournies, nu égale 0,35, E égale 4200 kPa. Donc, on voit que le module de métrique est relativement
très proche de 1,5 fois celui du sol, une fonction de nu, parce qu'on a 0,35, proche de 0,33. D'où la valeur du tassement à partir de cette formule. On trouve 3,68 cm. Notons bien que ce tassement, il est relativement petit par rapport à l'épaisseur de la couche qui est égale à 6,2 mètres. H, l'épaisseur de la couche de sable argileux mentionnée, hein, elle est située entre donc, les deux profondeurs fournies sur la coupe et qui donnent 6,2. Alors si, pour on va dire, estimer quel est l'impact du tassement par rapport à l'épaisseur de la couche, il est vraiment, on va dire, très très petit parce que le rapport S sur H, qu'on peut interpréter en termes de déformation verticale, il est même inférieur à 1%. Il est de l'ordre de 0,6 pour 1000. Et ceci justifie le calcul en utilisant ce qu'on appelle l'élasticité linéaire. Alors, maintenant, après le rabattement de la nappe phréatique, on procède à la réalisation d'une excavation de grande dimension, jusqu'à 6 mètres de profondeur. Donc, on voit très bien que l'opération du rabattement de la nappe, ceci se fait pour le projet donc, de construction. Avant d'excaver le sol, on va rabattre le niveau de la nappe. Et ici, on veut aller à une profondeur d'excavation qui correspond pratiquement au niveau de la nappe. Et en pratique, on peut faire des rabattements plus importants. Alors, on demande de calculer les nouvelles valeurs de la pression interstitielle et de la contrainte verticale effective à la profondeur 12 mètres sous le fond d'excavation. Qu'est-ce que ça veut dire 12 mètres sous le fond d'excavation? Compte tenu des 6 mètres enlevés, c'est-à-dire au même point qui était initialement à 18 mètres. Donc, lorsqu'on dit 12 mètres sous le fond de l'excavation, c'est-à-dire 18 mètres par rapport à la surface du sol. C'est pour cela qu'on dit, on adoptera le même poids volumique sous et hors de la nappe d'eau dans la couche de base. On déduira la diminution de la contrainte verticale effective qui en résulte, qu'on va assimiler à un déchargement. On va voir un peu la conséquence de ce déchargement. Au fait, on va l'expliquer un peu. Donc, les nouvelles valeurs de la contrainte verticale, puisqu'on a enlevé 6 mètres. Donc, il va y avoir juste 1,3 mètres dans la couche numéro 2. Par la suite, il va y avoir le sable argileux d'épaisseur 6,2 mètres et 4,5 mètres dans la troisième couche. Ce qui donne sigma V 229,25 kPa. La pression interstitielle, puisque déjà nous sommes à 12 mètres sous le niveau de la nappe, puisqu'à partir de 6 mètres le sol est saturé, va nous donner donc 10 fois 12 égale 120 kPa. Si je fais la différence 229,25 kPa, la contrainte verticale totale, moins la pression interstitielle, on voit que sigma prime V à 18 mètres de profondeur par rapport à la surface initiale du sol, c'est-à-dire à 12 mètres sous l'excavation, on trouve 109,25 kPa. Alors maintenant, nous allons voir la valeur finale de la contrainte verticale effective qui est 109,25 moins la valeur initiale, c'est-à-dire lorsqu'on a fait le rabattement du niveau de la nappe. On note que cette différence est négative, bien sûr, et elle est très proche de 100 kPa. C'est-à-dire, c'est comme si on a déchargé les grains à peu près de 100 kPa. Donc, la diminution de la contrainte verticale effective, on dit c'est un déchargement. C'est le contraire de l'excès de contrainte qui correspond à un chargement. On a dit que si je charge le sol, mon excès de contrainte verticale, il est positif. Alors, nous, on fait le contraire. On est dans une situation un peu opposée. On a déchargé, parce qu'on a enlevé du sol sur 6 mètres, et il en résulte une diminution de la contrainte qui est transmise vers les grains. Alors, ceci, bien sûr, par, on va dire, de toute évidence, si un chargement va me donner un tassement, c'est-à-dire un déplacement dirigé vers le bas, ben le déchargement, il va me donner bon, un terme que l'on dit un peu d'une manière, on va dire d'une manière un peu simpliste, il va y avoir un gonflement. Mais on va dire que le sol va subir un déplacement vertical dirigé vers le haut. C'est un déplacement vertical dirigé vers le haut. C'est le résultat du déchargement. Alors,
La question maintenant, bon, on ne demande pas ici de calculer le tassement du haut déchargement. Ça va être, on va dire, quelque chose de relativement, on va dire, pas très important. Alors maintenant, puisqu'on a fait une excavation, qu'est-ce qu'on va faire? On se propose de construire un radier général circulaire de diamètre d égale 30 mètres. C'est-à-dire, on va le voir sur un schéma, lorsqu'on va enlever les 6 mètres, on va avoir une excavation. Cette excavation, on va retenir ces parois latérales pour assurer leur stabilité. Alors, on va construire un radier de diamètre 30 mètres qui transmet la contrainte verticale uniforme 100 kPa au fond de l'excavation. On veut calculer l'excès de contrainte au centre de gravité du radier ou dans l'axe du radier qui résulte de ce chargement. Et par la suite, d'estimer le tassement qui en résulte et puis conclure sur le comportement de ce radier, c'est-à-dire comment on va se comporter ce radier dans les conditions. Bon, on fait toujours, bien sûr, l'hypothèse logique. Nous avons un radier de 30 mètres de diamètre. On voit très bien que 30 mètres de diamètre par rapport à l'épaisseur de la couche de sable argileux, c'est 5 fois à peu près, 5 fois 6,2, pas très loin de 30. Donc, on va dire que dans l'axe du radier, pratiquement la déformation horizontale est nulle. Ça veut dire que le tassement du sol peut être toujours estimé en élasticité linéaire à partir de la même formule. C'est-à-dire, on a un excès de contrainte verticale qu'on va calculer, multiplié par l'épaisseur de la couche, 6,2 mètres, et qui a les mêmes valeurs qu'on a considérées tout à l'heure pour calculer l'influence du rabattement du niveau de la nappe. Alors là, ici, on va, disons, préciser les étapes pour comprendre. Alors, ici, on illustre que on a fait l'excavation de 6 mètres. Cette excavation de 6 mètres, pratiquement, on a 30 mètres de, on va dire, de surface chargée par la contrainte. Ces flèches en bleu, donc, refaire la contrainte de 100 kPa. On va dire c'est le radier qui est rempli, par exemple, par un fluide chargé. D'accord? Et nous voulons calculer le tassement dans la couche de sable argileux. Et la question précise qu'il faut calculer ce tassement à mi-épaisseur de la couche. C'est, on va dire, le point de référence. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit que le tassement, c'est l'épaisseur de la couche en question, multiplié par le delta sigma, on se réfère toujours au milieu de la couche, divisé par le module de métrique. Donc, le delta sigma, comment il est calculé? Va être calculé puisque nous avons un réservoir circulaire. Donc, on va utiliser la vague d'une surcharge circulaire. On voit ici, quoique petit, que dans l'axe du réservoir de rayon R, petit r, et on est à la profondeur Z, on calcule delta sigma comme étant un facteur I ou J fois Q. Donc, le Q, c'est la surcharge, nous avons 800 kPa, et le J, c'est un facteur qui dépend de R sur Z. Bon, on peut le programmer, mais on va tout simplement utiliser la vague de manière très simple. Alors, il faut faire très attention que la profondeur Z que l'on doit considérer, c'est la profondeur qui est sous la surface chargée. Comme il reste 1,3 mètre, 6 plus 1,3, ça me donne 7,3. Je suis à ce niveau-là. Je vais aller au milieu de la couche. 6,2 divisé par 2, ça fait 3,1. 3,1 plus 1,3, ça me donne 4,4. Cette valeur 4,4, c'est la valeur de Z que l'on doit considérer pour calculer le delta sigma au milieu de la couche. Donc, Z sur R va être 4,4 divisé par le rayon de réservoir, 30 divisé par 2 égale 15, va me donner, comme on va ici, par cette ligne pointillée en couleur rouge, que 0, on va dire la valeur 0,293, c'est pratiquement 0,3, c'est entre 0,2 et 0,4, et on a une valeur très proche de 1,
qui est pratiquement I ou J égale 0,97. Comme Q est égal à 100 kPa, le delta sigma est égal à 97 kPa. Ceci va nous donner, en utilisant l'expression, comme on a déjà vu, 6,2 fois 97 divisé par la valeur de tout à l'heure, qui est de l'ordre de 6700 et quelques, que vous pouvez calculer en fonction de l'EPU, et on va trouver un tassement de 8,9 cm. Où ce tassement est supposé se produire dans l'axe du réservoir. Donc, on va maintenant, compte tenu de la dernière partie de la question, on va dire discuter un peu sur le comportement du réservoir. Bon, bien sûr, le tassement qu'on calcule dans l'axe, il va être différent à partir de l'axe jusqu'au bord du réservoir. Donc, il y a bien des abacs spécifiques qui vous permettent de calculer, ou même des logiciels qui vous permettent de calculer le tassement en fonction du rayon. Alors, on va dire, le tassement qu'on a calculé, bien sûr, il n'est pas uniforme, comme on l'a dit. À titre, disons, en ordre de grandeur, au bord du réservoir, le tassement, il est environ, pas égal exactement. Il est près de la moitié de celui dans l'axe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, lorsqu'on revient ici, si j'ai un tassement, disons, de 9 cm dans l'axe, alors je pourrais avoir un tassement, disons, 4,5 ou 5 cm. Ça veut dire le tassement sous le radier va avoir cette forme-là, et ça veut dire que je vais avoir un tassement différentiel. Bien sûr, ceci ne peut pas être, on va dire, absorbé que si le radier va avoir une raideur suffisante. Ça, c'est la première remarque. C'est-à-dire que va y avoir un tassement différentiel, comme étant la différence, par exemple, entre le tassement dans l'axe et au bord. Et ce tassement différentiel, il doit être, on va dire, absorbé par une rigidité suffisante. Mais il ne faut pas oublier que le tassement estimé, comme fait en élasticité linéaire, c'est, on va dire, correspondant à court terme, c'est-à-dire juste à la fin de la construction du réservoir. Ceci est simple à voir si nous allons, on va dire, retourner à la figure qu'on a, le sable argileux, l'argile plastique grisâtre, le sable fin, bon, on va dire, c'est l'exception. Au moins, ces deux couches sont des couches qui sont, on va dire, des sols fins, saturés, et vont avoir un tassement à long terme. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir disposer de données eudométriques, par exemple, ces eudométriques sur des échantillons, ça peut être cet échantillon lunaire, et déterminer les paramètres eudométriques. Pourquoi faire? Pour calculer le tassement à long terme sous le réservoir. Comme on a calculé le tassement en élasticité linéaire court terme, on va estimer le tassement à long terme. Et par différence, déduire ce qu'on appelle maintenant le tassement résiduel, c'est-à-dire le tassement qui va avoir lieu après la construction du réservoir. Supposons que le tassement à long terme soit de 20 cm et celui à court terme va être de 9. Dans l'axe du réservoir, il va y avoir 20 moins 9 cm qui va se produire sur une certaine durée que l'on peut calculer, et donc on doit considérer l'évolution du tassement au cours du temps. C'est-à-dire que ici, l'exercice reste ouvert concernant la solution de fondation on va dire, de réservoir dans ces conditions-là qu'on a vues, et il faut bien sûr voir ce qu'on appelle la question de tassement admissible pour dire que cette solution de la radiée est faisable. Donc voilà, ceci termine la réponse à la question de comportement du radier général. Donc, je vous remercie de votre intérêt à la chaîne YouTube. Vos commentaires, comme d'habitude, sont les bienvenus. S'il y a des questions, des réponses, ou éclaircissements, ne tarderons pas. Et je profite pour dire que dans on va dire prochainement, il va y avoir des vidéos relatives au cours amélioration du sol, et que j'espère il complétera un peu le volet donc important qui se donne dans le cadre d'un cours qu'on appelle amélioration du sol. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.